RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonjour et bienvenue dans Mardi politique sur France 24 et sur Radio France Internationale. Bonjour Frédéric Rivière. Bonsoir Marc, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir de recevoir Boris Vallaud. Il est député socialiste des Landes et il est porte-parole de la campagne d'Anne Hidalgo. Merci d'être Merci de votre invitation. Alors on va commencer par l'actualité judiciaire. Nicolas Sarkozy, l'ancien président, était forcé ce mardi à venir déposer comme témoin dans l'affaire dite des sondages de l'Élysée. Il s'est présenté devant les juges, mais il a refusé de répondre à leurs questions. Il a affirmé que cette démarche était inconstitutionnelle, totalement disproportionnée, qu'il y avait une séparation des pouvoirs qui était sacrée sous la Ve République et qu'en gros, les magistrats l'avaient violée. Quelle est votre réaction ? Bon, d'abord que Nicolas Sarkozy entretient assez régulièrement sur divers sujets la chronique judiciaire. Bon, là, dans le cas d'espèce, d'après ce que je comprends de la Constitution, quand on est président de la République, on ne peut pas être, invité à témoigner devant quelque tribunal que ce soit. Mais c'est une interdiction qui ne se prolonge pas une fois qu'on est plus élu. Ce qui demeure, en revanche, et quoi qu'ait dit, et je comprends qu'il n'a pas pris la parole, Nicolas Sarkozy devant le juge, son immunité pénale pour des actes qui ont eu lieu pendant ses fonctions, eh bien, demeure au-delà de son mandat. Bon, écoutez, moi, je suis un peu fatigué de devoir réagir à des choses qui, malheureusement, ne devraient pas devoir l'être. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est traité comme un justiciable comme les autres ? Écoutez, je l'espère, mais vous savez... Donc vous avez un doute ? Non, je veux dire, je le crois, mais souvent on se dit, mais... Enfin, le problème, c'est pas le niveau de la condamnation ou le fait qu'on ait été appelé. Enfin, oui, on perd de vue. Mais le mandat d'amener, par exemple, c'est-à-dire que s'il n'y était pas venu au tribunal, potentiellement, des reprentiers des forces de l'ordre pouvaient le contraindre et il arrivait encadré par deux policiers. Il s'y est présenté, il avait déjà refusé de venir comme témoin. Je crois que chacun doit apporter son concours au bon fonctionnement de la justice. D'autant que, sur le plan constitutionnel, son immunité pénale à lui, ancien président de la République, n'est pas en cause. On va en venir à la COP 26. Alors c'est vrai que ces grandes réunions, il y a beaucoup d'annonces, beaucoup d'effets d'annonces, neutralité carbone, 2050, 2070. On s'y perd un petit peu. Le président américain lui-même, Joe Biden, quand il a discuté de ses grands objectifs, apparemment a utilisé le mot bullshit pour dire voilà, toutes ces annonces, c'est bien beau, mais personne ne suit. Il n'y a pas vraiment de vérification et donc tout le monde peut y aller gaiement. Est-ce que ce n'est pas un petit peu justement la foire aux grandes annonces sans effet concret ? Quand on dit on n'y comprend rien, moi j'ai plutôt le sentiment qu'on comprend trop bien ce qui se passe. C'est-à-dire que... On comprend l'urgence. Oui, mais c'est pas rien. C'est-à-dire qu'en 2015, au moment des accords de Paris, un certain nombre d'États ont pris des engagements pour contenir en dessous d'une augmentation de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, l'augmentation des températures de la planète à horizon de la fin de ce siècle. Aujourd'hui, ces objectifs n'ont pas été tenus, notamment parce qu'un certain nombre d'États jouent les passagers clandestins. Certains d'ailleurs de façon absolument pas confidentielle. Quand Trump se retire des accords de Paris, c'est au vu et au su de tout le monde qu'il s'en lave les mains. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous dit le GIEC ? Que ce qui menace, c'est 2,7 degrés de plus. À 1,5, le climat en prend un sacré coup et nos modes de vie aussi. À 2,7, c'est la catastrophe. Donc là où je peux rejoindre ce que dit M. Biden, c'est qu'on a parfois le sentiment d'entendre d'une COP à l'autre les mêmes discours d'alarme et puis le constat que le temps perdu ne se rattrape pas. Voilà. Mais il y a une urgence qui, je l'espère, est bien comprise et qui pousse à agir. Et est-ce que ça n'est pas aussi au peuple de se mobiliser ? Yann Arthus Bertrand disait juste avant l'ouverture de cette COP, le photographe très engagé dans la défense de la planète, disait c'est à chacun de s'impliquer. Et il s'étonnait, il déplorait que lorsqu'il y a une marche pour le climat en France, il y a 40 000 personnes, que quand c'est contre le pass sanitaire, il y en a 200 000, et quand c'est pour une victoire de la France aux Coupes du Monde, il y en a 2 millions. Il disait le jour où il y aura 2 millions de personnes dans la rue
pour le climat, peut-être qu'il y aura de vraies prises de conscience, et à l'échelle sans doute planétaire, mais une vraie prise de conscience, et que ça contraindra les dirigeants politiques à agir pour de vrai. D'abord, dire que je crois que la prise de conscience citoyenne et les mobilisations citoyennes en matière de lutte contre le réchauffement climatique, elles ont pris une proportion considérable. Et on a vu une jeunesse, dont on disait qu'elle était dépolitisée, dans la rue, interpeller les dirigeants de la planète. Et les grandes figures aujourd'hui de cet activisme, ce sont des jeunes, souvent des jeunes femmes, qui disent aux représentants politiques d'agir maintenant, parce que ce n'est pas un problème pour demain, c'est un problème dès à présent. Donc je crois qu'il y a cette prise de conscience. Et ensuite, en effet, il faut que les États agissent, et agissent avec beaucoup plus de volontarisme que cela. Les Européens le font, mais l'Inde et la Chine... Pas les Européens. C'est ça, les éléphants dans la pièce, c'est eux. Les Européens le font. D'abord, il faut être juste. On a voté, c'est rentré en vigueur au mois d'août dernier, une loi climat à l'Assemblée nationale, portée par le gouvernement, qui était censée être la traduction, en réalité très partielle, de ce qu'avait proposé la Convention citoyenne pour le climat. Et se fixe comme objectif de baisser de 40% par rapport à 1990 les volumes d'émissions. Mais on voit bien que c'est un engagement qui est obsolète, puisque l'Union européenne elle-même vient de dire que ça doit être 55%. Donc vous voyez bien que la caducité d'un certain nombre d'engagements qui sont pris, y compris par un pays comme la France. Il faut aller beaucoup plus fort et beaucoup plus loin. Quelques exemples. Mais est-ce qu'on ne bride pas notre économie avec toutes ces mesures, alors qu'au fond, la France est un tout petit pollueur, et l'Europe n'est pas non plus une grande pollueuse à l'échelle de la planète. Que nous soyons dans un monde d'interdépendance, en particulier sur les questions environnementales. C'est une évidence... je veux dire, c'est une évidence évidente. Vous voyez, c'est indépassable comme réalité. Est-ce à dire que les pays européens n'ont pas, j'allais dire, l'exemple à donner? Si vous raisonnez au prix de contraintes peut-être énormes. Si vous raisonnez en stock, la part de responsabilité des pays industriels dans le réchauffement climatique est énorme. En flux, ce sont en effet aujourd'hui les pays comme la Chine, comme l'Inde, qui sont les principaux émetteurs. Mais et les uns et les autres doivent être à la table des négociations et convenir que ce qui va brider l'économie, c'est l'inaction. On parle d'une décennie perdue à propos des efforts qui auraient dû être accomplis depuis 10 ans en matière de réchauffement climatique et qui nous oblige aujourd'hui à faire 2 fois plus d'efforts que ceux qu'on aurait eu à accomplir il y a 10 ans. Ça veut dire que si on ne les fait pas dans 10 ans, vous voyez bien, c'est exponentiel et on ne rattrape plus jamais le retard. Est-ce que le meilleur moyen de lutter contre le réchauffement climatique, c'est pas le nucléaire? Le nucléaire est une énergie de transition d'évidence, en tout cas en France, parce que ça n'émet pas de carbone. Mais ça ne doit pas être, j'allais dire... Quelle sera la position d'Anne Hidalgo dans cette campagne sur le nucléaire? C'est ce que je vous dis. C'est que c'est une énergie pro-nucléaire. C'est une énergie, je vous réponds, c'est une énergie de transition sur laquelle il faut compter dans la transition environnementale, dans le mix énergétique, mais que ça ne doit pas être, l'argument pour ne pas travailler sur 2 autres sujets qui sont absolument fondamentaux. La question de la production d'énergie renouvelable, et nous sommes à la peine aujourd'hui. La question du stockage, nous peinons aussi. Et puis surtout, les économies d'énergie, qui sont le principal gisement sur lequel il faut agir. Et de ce point de vue-là, la question de la rénovation thermique des logements doit être une priorité. Le gouvernement, avec sa prime Rénov', en réalité, va rater la cible. On a formulé des propositions structurées, qui sont reconnues comme sérieuses et ambitieuses par tous ceux qui travaillent sur ces sujets-là. Cette proposition-là n'a pas même été regardée par le gouvernement. Alors, sur le nucléaire, pour être précis, on se souvient de Fessenheim. Ça a été tout le mandat Hollande, on va la fermer. On connaît le résultat. Si Anne Hidalgo est élue, elle ferme des centrales? Non, je crois avoir répondu assez clairement à la question. Je vous ai dit, il faut compter sur l'énergie nucléaire comme une énergie de transition pour essayer d'atteindre un mix énergétique qui fait réduire la part du nucléaire, parce que nous n'allons pas ajouter du carbone au carbone. Voilà, donc c'est ça la réalité. C'est donc une énergie de transition. Il faut mettre le paquet sur transition vers un autre horizon, tout de même. Vers un horizon d'une économie... Dans un horizon sans nucléaire décarboné. Si on le peut, il ne faut pas, vous savez, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Vous avez un certain nombre de gens qui disent on peut s'en passer. On peut d'ailleurs faire la conversion dans un délai très court. Ce qu'on observe par exemple en Allemagne, regardez par exemple en Allemagne, il y a des centrales à charbon. Et je ne crois pas qu'il faille
ajouter du carbone au carbone, et donc les énergies renouvelables, les économies d'énergie, et puis une énergie de transition qui est le nucléaire. Emmanuel Macron a présenté aujourd'hui, via Facebook d'ailleurs, ce qu'il appelle le contrat engagement jeune. Alors c'est une aide pour les 16-25 ans qui n'ont ni formation ni emploi. Donc c'est dès le 1er mars. Ils bénéficieront de 15 à 20 heures par semaine de formation et d'une allocation pouvant aller jusqu'à 500 € qui pourra être versée sous condition de revenus, d'assiduité, je cite, et d'acceptation des offres d'activité faites. Est-ce que ça vous paraît un bon dispositif ou est-ce que ça vous pose problème? Bon, d'abord, un commentaire. On attendait beaucoup de cette annonce présidentielle. Le 12 juillet dernier, il avait laissé entrevoir un dispositif massif qui prendrait en charge beaucoup de cette jeunesse qui, depuis 2 ans, a payé chèrement le prix de la Covid, le prix de cette crise, dans ses études, dans son insertion dans l'emploi. Aujourd'hui, on a un Premier ministre et un Président de la République qui présentent un dispositif dont on nous dit qu'il va concerner à peu près 400 000 jeunes, sauf que vous avez 835 000 jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni scolarisés. Ça veut dire qu'il y a 435 000 jeunes pour lesquels il n'y aura pas de place dans ce dispositif. Par ailleurs, vous l'avez vu dans les rangs des banques alimentaires que j'évoquais, et ils ont rouvert cet automne, et on les a vus revenir. On a vu beaucoup d'étudiants. Les étudiants ne sont pas concernés par ce dispositif-là et leurs difficultés demeurent. La réponse est donc partielle. Par ailleurs, vous avez évoqué ce contrat et donc les engagements que doit prendre le jeune, notamment d'assiduité. Enfin, les choses ne sont pas très claires. Je ne sais pas si vous avez vous-même bien compris la phrase que vous avez lue. On comprend qu'on ne leur donne pas de l'argent juste comme ça. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que pour beaucoup de ces jeunes qui ont quitté le système scolaire très tôt, il y a pas mal d'enfants qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance, qui ont des enfants et des jeunes adultes qui sont dans de très grandes difficultés, très éloignés de l'emploi, dont l'accompagnement qui est proposé ne répondra pas à la complexité des situations, qui ont besoin d'un accompagnement qui est aussi médico-social. Ce n'est pas Pôle emploi qui va faire cet accompagnement-là. Et la réalité, c'est que tenir les engagements pour ces publics qui ont besoin d'un encadrement très spécifique, très particulier, très lourd, et tout à fait nécessaire, eh bien, ils risquent d'être éjectés de ce système. Et puis, au bout de 12 mois, peut-être de 18 mois, si ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on va dire à ces jeunes? C'était ta dernière chance? C'est la raison pour laquelle nous avons plaidé pour un vrai revenu, un vrai moyen d'émancipation, qui est un minimum jeunesse. On avait utilisé le mot de minimum jeunesse parce que chacun connaît le minimum vieillesse, créé en 1956, qui a permis de sortir des centaines de milliers de personnes âgées de la grande pauvreté et de l'indigence. Aujourd'hui, on pourrait avoir un minimum jeunesse parce que vous avez 20% des 16-25 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté. Que le taux de pauvreté à 25 ans, il est 3 fois supérieur à ce qu'il est à 60 ans. Et donc ce minimum jeunesse, il était l'ouverture des dispositifs sociaux à 18 ans. Regardez cette curiosité quand même. 16 ans, vous pouvez aller en prison. 18 ans, vous pouvez voter. Mais en revanche, pour avoir des droits sociaux, il faut attendre 25 ans. Quelle drôle de conception, quel drôle de rapport de la nation à sa jeunesse. Boris Vallaud, à propos d'économie toujours et au fond de niveau de ressources, en juin 2020, avec votre collègue député Dominique Potier, vous avez publié une tribune sur la question des salaires, une tribune dans Le Monde. Vous proposiez notamment de plafonner les très hautes rémunérations dans l'ensemble des entreprises, privées comme publiques. Un revenu, disiez-vous, ne pourrait être supérieur à 20 fois le SMIC, soit 25 160 € par mois au niveau du SMIC d'aujourd'hui. Est-ce que cette proposition va être prise dans le programme d'Anne Hidalgo? C'est une proposition qui appartient à Dominique Potier et à moi. Et l'écart de rémunération de 1 à 20, c'est une proposition de la Confédération européenne des syndicats. Pour vous dire qu'on n'est pas isolé ni en France, ni en Europe sur ce sujet-là. Oui, mais personne ne l'a fait pour l'instant. Je voudrais juste vous donner quelques exemples. Oui. Quelques éléments. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Est-ce que ça sera dans le programme? Moi, ce que je veux vous dire, c'est que la question des salaires, la question des très hautes rémunérations est un sujet qui préoccupe Anne Hidalgo. Oui. Quand elle parle de salaires décents, ça vaut pour les premiers de corvée qu'on a applaudis à 20h et qui risquent de retourner dans l'ombre, comme les très grosses rémunérations qui ont capté l'essentiel de l'augmentation de la valeur ajoutée. Je voudrais juste vous donner, parce que c'est un sujet important, parce que ce qu'a proposé Anne Hidalgo, c'est une conférence salariale dès son élection pour une distribution plus juste de la valeur ajoutée. Depuis 2008, les salaires des 10% de Français les mieux rémunérés augmentaient 3 fois plus vite que les 10% les plus bas. Si on avait eu la même distribution de la masse salariale, je ne parle que de la masse salariale, entre les bas et les hauts revenus, on aurait aujourd'hui 30% des salariés qui gagneraient à peu près 10% de plus que ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Après cette crise, il faut se poser la question de savoir, est-ce que l'on peut encore admettre qu'une caissière
gagne 300 fois moins que son patron. On va juste revenir à... Oui, il y a du grain à moudre. Hein. Avec plus de justice, on peut tous mieux vivre. Et donc c'est une candidature pour les classes moyennes, pour les classes populaires, pour ceux qui n'ont que leur travail pour vivre et qui parfois n'en vivent pas. Alors le problème, c'est que c'est une candidature qui, pour le moment, d'après les sondages, patine. Les sondages, depuis qu'Anne Hidalgo s'est lancée il y a 1 mois et demi, sont à peu près au même niveau, c'est-à-dire faible, 5%, 6%. Évidemment, tout le monde se pose la question. Et Olivier Faure a dit « j'espère qu'elle ira au bout ». Elle a affirmé que ce serait le cas. Ça part quand même mal. Vous vous posez la question. Je crois que Anne Hidalgo, qui est quand même au premier chef concerné, ne se la pose pas. Elle est totalement engagée dans cette campagne, totalement déterminée à aller jusqu'au bout et jusqu'à la victoire. La victoire. Aujourd'hui, à 5%, on peut prétendre à la victoire. Vous savez, moi, je préfère que vous me parliez de la vie des gens plutôt que des sondages. D'ailleurs, vous avez vos collègues de Ouest France qui ont proposé d'aller plutôt au fond des sujets qu'au fond des sondages. Parce que, vous savez, il n'y a rien de plus vieux que le sondage de la veille. Et la réalité, c'est que moi, je veux qu'on parle des vie dure. Je veux qu'on parle des difficultés d'accès aux soins. Mais il y en a qui se la posent la question. Olivier Faure se l'est posée en disant j'espère qu'elle ira au bout. Et puis il y en a un autre. Écoutez, il y en a un autre qui se la pose aussi. On va l'écouter tout de suite. Il n'y a pas une force ou une personnalité, mais une personnalité doit toujours exprimer une force qui va au-delà d'elle. Il n'y a pas cette personnalité, cette incarnation et ce parti qui permet d'avoir l'espérance d'être au second tour. Donc vous pensez que la gauche a déjà perdu? Non, je pense que la gauche, c'est pas parce qu'elle prend plusieurs candidats qu'il y a un problème, c'est parce qu'il n'y a pas une candidature qui émerge de cette gauche. Voilà, il n'est pas très optimiste, François Hollande. Bon, écoutez, il y a de fait pas une candidature aujourd'hui qui émerge. Mais parlons du fond des sujets. Je dis, c'est une candidature, Anne Hidalgo, qui est une candidature pour les classes populaires et les classes moyennes. Celles qui payent le prix de la crise. Celles qui, depuis longtemps, sont en première ligne de la désindustrialisation, de la mondialisation déloyale, qui affectent leur pouvoir d'achat, qui affectent leur mode de vie. Vous avez parlé des salaires, mais c'est un sujet qui est quand même très important. On pourrait parler de l'accès aux soins. Elle était en déplacement à Saint-Vallier la semaine dernière. Les pénuries de médecins en milieu rural, dans les hôpitaux avec des lits qui ferment. Ça, c'est des sujets de la vie quotidienne des Françaises et des Français. Il faut les imposer dans la campagne. Il faut les imposer dans la campagne, c'est la raison pour laquelle je vous en parle avec plaisir. Voilà, et nous sommes arrivés avec plaisir au terme de cette émission. Merci beaucoup Boris Vallaud, merci Frédéric Rivière et merci à vous de nous avoir regardés sur France 24 et écoutés sur Radio France Internationale.